Bon alors, comme on a l'habitude, on va parler de 15 jours avant Pessah, on va parler de Pessah, bien évidemment, dans la halakha. Et puisque avant la nuit du Seder, c'est très difficile d'avoir du Seder, d'être ordonné, alors on va parler de la fin de Pessah. Quand on prend les choses comme elles viennent. La semaine dernière, on a parlé du Hametz, du 4 Hametz, sur la recherche du Hametz, et là on va parler du dernier jour. Alors vous savez que le dernier jour, en Eretz Israël, le dernier jour c'est vendredi, puisque Pessah n'a que 7 jours. Automatiquement, donc on commence Shabbat, Pessah ça tombe Shabbat, et donc on finit vendredi. Maintenant, les gens qui habitent en Chutz La'aretz, ils ont 2 jours, donc ils finissent samedi. Mais en vérité, on n'a pas tellement de différence avec eux, puisque dès qu'on va sortir de la fête, donc vendredi soir, quand le coucher du soleil va arriver, c'est pas pour autant qu'on va manger du Hametz. Et pour une raison bien simple, c'est qu'on pourrait manger du vrai Hametz, puisqu'on n'est plus en Pessah, nous, en Israël, on n'est plus en Pessah du tout. Mais le problème, il est que la rabbanout ne rachète le Hametz aux non-juifs que samedi soir, puisqu'on ne peut pas faire une transaction économique ni Yom Tov ni Shabbat. Donc on ne peut pas racheter le Hametz ni vendredi en fin d'après-midi, ni samedi dans le début de la nuit. Nous sommes donc coincés à continuer à manger kasher le Pessah jusqu'à samedi soir. D'accord? Comme les gens qui habitent en Chutz La'aretz. Donc bien que nous ayons le grand mérite d'habiter en Eretz Israël, nous avons le mérite aussi de faire en quelque sorte un 8e jour avec de la nourriture qui va être kasher le Pessah. D'accord? C'est une chose qui va arriver d'ailleurs plusieurs fois de suite ces années qui viennent. Et donc, en vérité, on aurait pu imaginer, vous avez un voisin, un goy, un ami, il vous dit, tu sais quoi, je sais que tu aimes la bière, je vais t'amener de la bière samedi, ou du whisky. Vous auriez le droit de prendre, puisque c'est plus du tout Pessah pour vous. D'accord? Donc il y en a effectivement, il y a des gens qui sont accros, qui sont là, ils macroutent au whisky ou à la bière. Ah ouais, les gens sans bière et sans whisky, ils sont malades pendant tout Pessah. Donc eux, ils ont le droit de boire de la bière ou du whisky, mais évidemment, il ne faut pas la boire dans les récipients de Pessah. Parce que ce n'est pas parce que c'est plus Pessah qu'on a le droit de rendre les kélim, la vaisselle Hametz. Donc celui qui veut s'offrir une petite bière, soit parce qu'un goy lui a offert, alors il est obligé de la boire sur son balcon et pas à table avec un verre de Pessah. Il est obligé de boire dans un verre en plastique, ou même un verre de Hametz, mais il ne faut pas qu'il s'embrouille et le remettre dans la vaisselle de Pessah. Oui, il y en a aussi qui permettent, mais c'est vraiment pour les accros, de voler le goy en quelque sorte. Parce que le goy, lui, il sait très bien que demain soir, il va vous le revendre, son Hametz. Il le sait. Donc, il y en a qui disent, comme c'est pas un vrai vol, puisqu'il est consentant, donc il y en a qui permettent carrément de sortir du Hametz, de la bière ou du whisky qu'on aurait vendu, et se l'enfiler pendant Shabbat. Mais c'est pas très conseillé parce que, en vérité, ça a l'air de rendre la vente un peu factice, puisque c'est vrai que voler un non-juif pendant la fête de Pessah, sachant qu'il ne va pas être scrupuleux, ça ne va pas le déranger tellement,
il achète assez de Hametz pour qu'il ne soit pas scrupuleux d'une canette de bière que vous allez lui prendre. Mais mon niveau moral, ça a l'air de dire, j'ai fait comme si toute la vente c'était une vente factice. Donc on évite de faire ça. Donc il n'y a que l'option du voisin qui vous offre une bière. Et encore, il ne faut pas lui proposer, il ne faut pas lui dire. Par contre, parce que Shabbat, on n'a pas le droit d'acquérir quelque chose. Donc s'il vous le propose avant la fête, il connaît les halachot, il sait que Shabbat c'est plus Pessah pour vous. Il vous dit, tu sais quoi, je vais t'emmener une bonne bière fraîche samedi midi ou du whisky. Vous pouvez à la limite accepter à condition de le boire ailleurs. Bon, ça c'est vraiment pour les accros du Hametz, qui ne peuvent pas attendre samedi soir faire la mimouna tranquille. D'ailleurs, vous savez pourquoi les gens font la mimouna? À l'origine, il y a une des raisons pour laquelle il y avait la mimouna, c'est que c'est écrit comme ça dans les livres, que la mimouna, bon, c'est pas seulement la foi que ma chère va venir, etc., ça c'est sûr, mimouna et la shon emouna, mais c'est aussi parce que pendant Pessah, il y a une coutume très répandue chez beaucoup de gens de ne pas manger les uns chez les autres. Chacun, Pessah, c'est pas une fête de communauté, c'est une fête de famille. Et chaque famille, elle a ses usages. Et donc ça n'a rien à voir, Ashkenaz, Sepharad, Témani et Livournais, c'est lié aux familles. Et donc il y a des gens qui ne mangent pas chez leurs enfants, et qui ne mangent pas chez leurs frères, chez leurs sœurs, cousines, chez personne, ils mangent que chez eux. Et réciproquement. Donc ça donne un sentiment de ne pas s'aimer. Quand tu n'acceptes pas de manger de ta famille ou de tes amis, ça a l'air de dire on est fâché. Donc pour montrer qu'on n'est pas fâché, il y avait la mimouna. Et c'est quoi la mimouna? C'était le fait d'aller d'une maison à l'autre, juste après la fête, pour montrer, mais vous voyez, c'était pas parce qu'on était fâché, mais c'est parce qu'on avait des coutumes différentes des autres. C'est l'une des raisons de la mimouna. À l'époque, en Israël, ils laissaient les portes ouvertes. Chacun allait chez chacun. Mais les voleurs, ils ont dit, tiens, c'est une bonne idée. Moi, les confitures de carottes et d'aubergines, ça ne m'intéresse pas, mais les bijoux de la maman, oui, ça m'intéresse. Okay, oui, alors ils ont commencé à cambrioler d'une maison à l'autre, et donc c'est devenu une fête où on ferme les portes, malgré tout. Donc, du moins, on ouvre que quand on est là, quoi. Bekitso, le samedi qui va suivre, donc le deuxième Shabbat, on a le droit, puisque c'est plus du tout Pessah, c'est plus du tout Pessah. Donc on a le droit, pas seulement de tremper la matzah, mais on a même le droit de celui qui ne mange pas de kitniot, par exemple. Les kitniot, c'est les légumineuses. À Pessah, il n'y a que 5 espèces qui sont interdites. Les 5 céréales. Ça, c'est tout le monde est d'accord que c'est ces choses-là qui peuvent être du Hametz. Et je vous rappelle, quelles sont-elles, les 5 céréales? Allez-y. Allez-y, dites-les-moi, les 5 céréales. Le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Voilà. Il y a 2 espèces noires et 3 espèces blanches. Et c'est que ces 5-là que la Mishnah a retenu qui peuvent être Hametz. Pardon? Le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. En hébreu, Rita, Seora, Shiboel Choual, Chiffon ou Seora. Pourquoi on l'appelle d'ailleurs Shibolet Choual, si vous voulez un petit renseignement botanique? Ça s'appelle l'épi de renard. Pourquoi on l'appelle l'épi de renard? Parce que l'avoine, si vous regardez un épi d'avoine, tous les épis ils sont verticaux comme ça. L'épi d'avoine, il a une queue de renard comme ça. Il a une partie qui sort comme ça, comme une queue de renard. Donc on l'appelait Shibolet Choual. L'épi du renard. D'accord? Donc, à part ces 5 espèces,
qui peuvent être chametz et avec lesquels on peut faire de la matzah, puisqu'on ne peut se rendre quitte de la matzah qu'avec quelque chose qui peut être chametz. Si quelque chose ne peut pas être chametz, on ne peut pas se rendre quitte. Et il y a des gens, par exemple, que Dieu préserve, ils ne supportent pas certaines céréales. Ils sont sensibles au gluten. Alors il y a aujourd'hui, Baruch Hashem, dans le monde entier, mais en Israël surtout, toutes les surveillances très sérieuses de matzot dans les 5 espèces que vous voulez. Il y a des gens qui mangent des matzot en avoine, ou en épeautre, ou en seigle, chacun qui est sensible à quelque chose. D'accord ? Plus évidemment les matzot de blé complet, qui marquent malais. Et donc, on ne va pas d'après la Shita de Rabbi Yochanan Ben Nouri qui dit que le riz est une céréale. Lui, il dit qu'on pourrait se rendre quitte avec le riz, et donc il est chametz après ça. Mais la Mishnah ne va pas comme lui. Heureusement pour les Tunisiens et les Perses. Donc vous avez, à part les 5 céréales, uniquement celle-là, tout le peuple juif ne considère pas autre chose comme céréales. Bien que, là j'ai parlé avec un élève qui vient étudier ici, un monsieur qui était ingénieur agronome, lui il dit pour les agronomes, même le riz, ça s'appelle des céréales, le maïs, etc. Mais nous, d'après la loi, la halakha, on appelle céréales dagan que les 5 espèces. D'accord ? Donc tout le reste, tout ce qui est légumineuse, s'appelle kitniot. Kitniot. Et il y a beaucoup de raisons que donnent les rishonim pour dire que les kitniot ne sont pas des choses qui fermentent. Ça pourrit, mais ça ne fermente pas, par exemple. Le Rambam nous dit ça pourrit, mais ça ne fermente pas. Il fait une différenciation. Et vous dites, quand tu mets, vous voyez d'ailleurs, quand vous faites une dafina au pois chiche, par exemple. D'accord ? Pas un tchoulin, parce qu'un tchoulin, chasse le shalom et de mettre des pois chiches dans un tchoulin. On met que des haricots. Mais une dafina ou une srina marocaine, ça exige des pois chiches. Alors comme les gens sont religieux, alors ils font tremper les pois chiches pour vérifier tout pois chiche qui serait véreux, il remonte à la surface. Comme ça qu'on contrôle les pois chiches. Mais maintenant, alors, quand vous les laissez, quand il fait chaud, vous les laissez trop longtemps, vous voyez la mousse. Et donc le Rambam, il vous dit, c'est pas de la fermentation, c'est de la putréfaction. Comme nous, quand on était petits, parce qu'on a été petits, on mettait des haricots dans du coton. Vous avez connu ça ? On adorait ça. Et même jusqu'à maintenant, mes petits-enfants, ils adorent ça. Et les générations se poursuivent. Donc ils prennent du coton, ils mettent des haricots et ils voient le truc pousser. Alors quand ça rate, des fois ça rate, ça pousse pas, alors ça pourrit. Et le Rambam, il dit non, c'est pas de la fermentation, c'est de la putréfaction. En hébreu, ça se dit sichon. C'est pas du chimout, c'est du sichon. Et donc, bon, les autres rishonim, ils donnent d'autres raisons. L'homme échané, toujours est-il que personne ne vous dira que les kitniyot sont des céréales. Donc, ça ne peut être qu'une coutume de rigueur de ne pas en manger. Ça ne peut pas être une halakha, puisque ça ne fermente pas. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, en Russie, par exemple. Vous ne pouvez pas faire des matzot. Aller dans les champs de blé, chercher du blé pour le KGB, il les repérait, il les envoyait en Sibérie. Donc ils ne mangeaient pas de matzot. Et qu'est-ce qu'ils faisaient alors ? Ils faisaient des matzot avec du maïs. Le maïs, on pouvait acheter comme on voulait. Donc ils se faisaient des matzot en maïs pour que les enfants ils aient l'impression de faire Pessah, quoi. Mais ils faisaient pas le seder, quoi. Ils faisaient semblant. Ils disaient tout sauf la bracha de la matzah. Pour que les enfants ils aient vu une ressemblance, mais on n'est pas quitte avec ça, puisque c'est du maïs, c'est une kitnit, c'est pas une céréale. Donc les gens doivent savoir que les kitniot ne sont pas du chametz. Maintenant, qu'il y ait des communautés qui n'en mangent pas,
C'est pas une preuve que c'est du Chametz. C'est parce que, je vous répète, Pessah, c'est une fête familiale et plus que communautaire. C'est-à-dire, les gens ils disent toujours, d'ailleurs vous voyez ça sur les Hersherim, les Sfaradim ils mangent des kitniot, les Ashkenazim ils ne mangent pas de kitniot. C'est faux. Vous avez des Ashkenazim qui prennent du tournesol, ou moins en tous les cas en huile, plein d'Ashkenazim qui prennent donc des kitniot en huile, koutna, hein. Et vous avez des Sfaradim qui ne mangent pas, qui, pour les assassiner, mangeront ni des pois chiches, ni du riz, ni du... Prenez un Marocain, vous lui dites manger des pois chiches ou du riz, vous lui dites shalom, hummus, chametz. Donc c'est une variété énorme de coutumes. Il y a ceux qui mangent des kitniot fraîches, ceux qui ne les mangent pas fraîches. Il y a les thémanim qui se permettent même de faire une dafina au blé, carrément. C'est des funambules. Les vieux thémanim, pas les neufs. Les jeunes thémanim, ils connaissent rien, donc ils font comme les jivotes, quoi. Alors, ils font comme le monde moderne, ils ont peur. Mais les vieux thémanim, qui étaient des gens spécialistes dans la cache-route, etc., carrément, il y en a, il m'a dit, on fait le chamin au blé. C'est du tchoulan carrément, mais avec du blé. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans le Shulchan Arour, dans le Rambam, partout, qu'un grain de blé fermé, pas ouvert, l'eau ne rentre pas. C'est comme un scaphandre. Il gonfle. Il gonfle pas, bouge pas. Ah. Mais alors eux, ils sont, les femmes et les vieux, ils sont baki. Ils prennent grain par grain et ils voient les grains de blé et ils vous disent c'est pas ouvert, pas de problème, on mange. Ouais. Et c'est écrit dans le Shulchan Arour d'ailleurs. Le Shulchan Arour il dit à l'époque quand vous mangiez du poulet, vous n'achetiez pas du poulet cachérisé, vidé, normal, où il n'y a plus rien. À l'époque vous achetiez vous faisiez la shrita du poulet, après on l'ouvrait, on le plumait, on l'ouvrait, et il y avait le gésier. Et dans le gésier, le kurkevan, le coq n'ayant pas de dents, les poules n'ont pas de dents. Comme disaient mes élèves, mes élèves sceptiques, quand le rabbi a parlé de Mashiach il y a combien d'ans? 20 ans 25 ans. Alors les mauvaises langues chez eux disaient quand Mashiach reviendra, les poules auront des dents. Ouais. Donc tout le monde sait que les poules n'ont pas de dents. Alors comment elles mâchent? Eh bien parce qu'elles ont le gésier. Le gésier c'est dur, c'est comme des castagnettes. Ça tape le... Donc ça écrase le grain et les poules peuvent manger comme ça. Mais il y a un risque, c'est que quand la poule n'a pas mâché comme il faut, ou qu'on on lui a fait la shrita juste après qu'elle ait mangé la pauvre, ça arrive. Quand ils font la shrita, les pauvres, elles sont des fois en train de manger, les pauvres, hop, et on les embarque, elles n'ont pas eu le temps de digérer, et donc quand vous ouvrez le gésier, vous voyez des grains de blé. Et le Shulchan Arour, il vous dit carrément, si c'est avant Pessah, tu enlèves le grain de blé et tu cachérises. Mais si c'est pendant Pessah, il dit si le grain de blé est fermé, c'est cachère. S'il est ouvert, c'est chametz. Parce que il va transmettre sa fermentation à tout le poulet. Donc on voit bien que même le Shulchan Arour, il reconnaît qu'un grain de blé fermé ne devient pas chametz. Donc les témanim, ils y vont gaiement, ils se mangent un tchoulant, un chamin au blé. Donc ça, eux, c'est les plus permissifs. C'est les plus permissifs. Mais vous avez toutes sortes de gens moins à gauche, qui ne permettent pas des tas de choses. Et donc Pessah, c'est une grande mitzvah de ne pas discuter. Ne commencez pas à discuter. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi tu manges pas? Le gars, il te dit, je prends pas. Tu manges ça, mange ça. Aussi bien les gens qui prennent des choses que les gens qui ne les prennent pas,
fichez-leur tranquille. Ah oui. Comme disait Pierre Dac, fichez-les tranquilles. Alors, si par Vous avez exemple. compris? Il y a des Tunisiens le matin, ils sont là. Et le riz! Et le riz! J'ai dit, mangez du riz, fichez-nous tranquille. Mangez du riz. Vous voulez manger du riz? Mangez du riz. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème, c'est familial. Et c'est des traditions. Alors ça ne se discute pas, tant que c'est pas du Hametz, ne fais pas la guerre. Il n'y a pas de guerre à faire sur un truc qui est pas du Hametz. Le riz, il faut le trier avant, c'est ça? Ben oui, évidemment. Là, ils vous vendent des riz hyper triés, machin. Mais malgré tout, les gens sérieux, ils vont le trier quand même. Alors, quelqu'un qui mange du riz et qui reçoit par exemple ses parents ou qui ne mange pas de riz, est-ce que. Eux Oui, eux, ils ne mangent pas de riz. Mais lui, il en mange. Et les parents. Eh ben, il faut être gentil avec eux, vous leur faites pas de riz, mais vous pouvez Mais pas. c'est pas grave s'ils mangent. Voilà. Ça, Il y a des gens, des poskim qui vous diront ah, get out! Même la vaisselle! Voilà. Et il y a d'autres qui disent non, les kitniotes, oui, tu les manges pas. Mais pas la vaisselle, elle a rien pris de grave. Ouais, ça dépend qui vous interrogez. Non, ça dépend du rave que vous interrogez. Il y a des rabbinim qui vont vous dire même l'économica, il faut qu'il soit caché le Pessah, badatz. Les assiettes. Même les papiers toilettes. Il y en a, il m'a dit de peur que les enfants mettent le papier dans la bouche. Je lui ai dit heureusement qu'il est propre quand il le met dans la bouche. Non, il y a des gens comme ça. À part le côté business, il y a beaucoup d'argent à gagner. Sano, par exemple. Sano, ils vendent du poison, Sano. Ils vendent des poisons, cachés pour des trucs de four qui vous brûlent les mains, du Ajax, des trucs pourris, des trucs qui sont très dangereux pour la santé. Donc c'est évident qu'il n'y a pas de besoin de Hercher. Mais vous le voyez, Sano, dans tous les journaux orthodoxes, Sano, il est sous la Haïda Haredit. Ouf, je suis tranquille. Parce que sinon, j'aurais jamais pris de l'économica s'il n'y avait pas de la Haredit dessus. Pas dans la bouche, on va même acheter des choses Mais badaï, surtout que c'est des produits nocifs, c'est pas des produits consommables. C'est devenu du snobisme. Non, c'est devenu du pognonisme. Oui, mais les gens qui achètent, ils le font par business. Non, il y a des gens qui sont persuadés. À l'auto, quand on prend 3, ben, tu peux sortir un. Il y avait une dame de. Quelque chose, je sais plus quoi. Il y avait une dame de Méacharim, J'ai un papier, quand même. une dame très orthodoxe de Méacharim. J'étais dans une macolette, elle prend du café, et elle me dit dis-moi, ce café, il n'y a pas de problème de shmita, de maaser et tout. Je lui dis Guiveret, tu as déjà vu un grain de café en Israël? Ni en Europe, ni aux États-Unis, ni en Israël, il n'y a pas de café. Le café, c'est ou en Abidjan ou en Amérique du Sud. Tous les cafés que vous achetez, même s'il y a écrit Made in Germania ou Made in France ou Nestlé, etc., ça vient jamais d'Europe. Il n'y a pas de café en Europe. C'est que le Brésil et l'Abidjan, la Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Alors je lui ai dit, il ne peut pas y avoir de Shemitah et de machin au Brésil. Elle me dit, tu es sûr? Alors je lui ai dit, va apprendre la géographie avant d'apprendre la cache-route. Mais pourtant, vous allez voir que le Badatz, ils écrivent sur n'importe quoi. Il n'y a pas de rachage de Tevel, Khadash, parce qu'ils savent que les gens sont bêtes. Et pour éviter d'éduquer les gens, ils écrivent pas de rachage de maaser, hein, oui, mais il n'y a pas de maaser à donner sur le café du Brésil. Donc, Bekitsour, ne discutez pas avec les gens. Dites-leur, tu veux prendre ça? Prends ça. Tu veux pas prendre ça? Prends pas ça. Atkan, il y a quelqu'un qui m'a amené avant-hier toutes les vitamines que vous voulez, une fortune. Oh là là. Ben ouais, alors on s'est servi. 100 shekels là-bas. Ouais, des vitamines à 100 shekels, 150 shekels. Ah ouais. Alors, quand je l'ai vu, il m'a dit, vous avez pris des trucs? Ben, je lui ai dit, c'est vous qui avez donné ça à la Shiva? Il m'a dit, oui. Mais je lui ai dit, mais pourquoi vous ne les prenez pas? Ah, ça va être Pessah. Oh là là. Alors je lui ai dit, mais ma grand-mère disait, avant l'heure, c'est pas l'heure. D'accord? Jusqu'à
Vendredi 10h, tu peux manger 1000 kilos de vitamines. Donc vous voyez que il y a des gens qui font n'importe quoi, mais alors, vous n'allez pas vous disputer avec eux. Les gens, ils ont gagné des vitamines C, des vitamines, tant mieux. Donc ne discutez pas sur la cache-route, Khavlaz. Donc quand quelqu'un vous dit, j'ai acheté ça, et chez moi on prend ça, ben la brioute. Tu prends ça, prends-le. D'accord? Donc Bekitsour, ce Shabbat en question, on parle évidemment si Mashiach n'est pas là. Parce que si Mashiach est là, c'est évident. Amen. C'est évident qu'on mangera les kitniyot, on mangera tout ce qu'on veut, puisqu'il n'y aura plus aucun problème de Rabbanan. Puisque ça, tout sera clair. Eh oui, il n'y aura plus de Chumrot. Le Rabbi va plus loin, il dit quand Mashiach viendra, on pourra même mettre la Tzedaka Shabbat. Pourquoi on ne fait pas la Tzedaka Shabbat? De peur d'en venir à... Il n'y aura plus de peur quand Mashiach viendra. Il n'y aura plus de peur, on fera que les mitzvot purs. Pas les craintes qu'on a eues entre-temps. Mais le Rabbi dit, mais je ne me mouille pas. Je dis que c'est comment... Mais je ne suis pas là pour l'affirmer pour l'instant. Mais c'est évident que tout ce qui est des Rabbanan, on ne le fera plus. Donc toutes ces craintes qu'il y a à Pessah ou dans l'année, etc., sur plein de trucs, on ne les aura plus. Parce que ce sera clair, tout sera clair. Donc, Mashiach va venir pour nous, on mangera le Corban de Pessah, donc le samedi qui suivra, donc il n'y aura aucun problème, on pourra manger carrément du vrai Hametz, le 8e jour. On pourra manger Hametz. Oui, puisque c'est plus Pessah pour nous. En Rouslaretz, non, mais nous, oui, c'est pas Pessah du tout. À la tombée de la nuit du vendredi soir, après, ce n'est rien du tout, c'est un Shabbat normal. Oui, mais on ne peut pas cuisiner là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc on peut cuisiner on cuisine dans les kélim de Pessah, bien évidemment. Oui, bon, mais vous ne cuisinez pas du Hametz. c'est ça. Mais vous pouvez cuisiner, si par exemple vous êtes rigoureux de ne pas manger les kitniyot, vous pouvez quand même cuisiner les kitniyot. Alors il y en a qui vous disent non, parce la fête n'est pas encore sortie, mais il y en a qui vous disent pas grave, elle n'est pas sortie, mais je ne vais pas les manger maintenant, je les mangerai après l'entrée de la fête, du Shabbat. Donc on peut se permettre de rendre des choses qu'on ne se permettait pas dans les 7 jours. Deuxième chose par exemple, vous achetez des matzot shmurot. Il y a des gens qui mangent que des matzot shmurot. Maintenant, le Shabbat qui va suivre, On peut être tremper. je n'ai pas besoin de manger des matzot shmurot, c'est fini Pessah. Donc vous pouvez acheter des matzot régilot, les plus simples possibles, à 20 shekels le kilo, et à Rami Lévi à 14, et vous mangez ça Shabbat. Vous n'êtes pas obligé de prévoir d'acheter encore 1 kilo de matzot shmurot, en prévision du Shabbat qui suit. C'est pas grave, puisque... Alors il y a un rave, que je ne nommerai pas, qui a dit non, il ne faut pas avoir les matzot dans la semaine, puisque pour toi c'est mouktsé, puisque tu ne les manges pas. Alors Mechila, Mikvod arabe, je ne sais pas. Mouktsé pendant quoi? Pendant Pessah, c'est mouktsé. Puisque vous ne les mangez pas. Le Shabbat après. Non, puisque vous ne les mangez pas, alors il dit tu n'as pas le droit de les avoir. Mais pourquoi il n'y a pas de mouktsé pour Chol HaMoed? Non, mais il te dit si tu les achètes Chol HaMoed pour Shabbat, c'est mouktsé parce que pour toi, ces matzot là tu les manges jamais Mais c'est ridicule, que Dieu me pardonne, et que Dieu lui pardonne aussi à lui, d'accord? Parce que le Shulchan Aruch, il te dit, la matzah shmura, c'est un embellissement de la mitzvah. Mais si tu n'as pas de matzah shmura, tu n'as que la matzah simple, d'accord? La matzah simple. Et tu vas pas faire le seder? Tu vas pas manger de matzot? Bien sûr, tu vas faire le seder avec ça. D'accord? Donc, les matzot, même pas shmurot, tu peux les avoir chez toi, même si tu les manges pas toi. 7 jours, je fais un hidour, mais Shabbat, j'ai plus besoin de faire le hidour. Donc je peux les acheter avant et les garder. D'accord?
On achète des régulotes pour ma mère parce qu'elle ne peut pas les manger. Et voilà, il y a des gens qui supportent pas les schmorottes, elles sont trop dures pour eux, etc. Hein? Je vous ai raconté là, je vous l'ai raconté 3000 fois, je le raconterai encore là une millième fois. Il y a un monsieur à Paris, en France il y a 4 marques de matzot. Eman, Newman, d'accord, et la Biton, la bienfaisante. À la blanche, et à l'au vin, et au jus de raisin, et au jus d'orange. Bon, quelque chose, il y a 4 marques comme ça en France. Une qui est faite en Alsace, l'autre à Paris, l'autre à Agen. Il y a plusieurs sortes de matzot. Et Biton, il fait un peu de matzot shmurot pour le seder, des petites boîtes. 2 par 3. Le Kitso, il y a un monsieur très gentil qui avait consacré son maaser à acheter les matzot shmurot d'Israël et distribuer ça dans les quartiers. 3 matzot par famille. C'était sa shlichut. Enfin, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Il le fait tout le temps. Et il est rentré en Yechidut chez le rabbi. Et il a voulu faire plaisir au rabbi en lui disant, tu sais, tout le temps je distribue des matzot shmurot aux juifs dans les banlieues et tout, pour qu'ils aient 3 matzot shmurot pour le seder. Et le rabbi il a dit, bravo, c'est extraordinaire, que Dieu vous aide, hein, les brachot. Hein. Et il lui a dit, l'autre il rajoute, et comme ça permet à des juifs de manger des matzot kasher. Et le rabbi lui a dit, mais en France, toutes les matzot sont kasher. Mais il est sorti, il était comme ça, parce que lui, il était persuadé que Rosinski, voilà, vous vous rappelez Rosinski, Eman, Newman, Biton, c'est des trucs, c'est du Hametz. Et le rabbi il a dit, en France, toutes les matzot sont cachées. Faut le faire. Donc c'est-à-dire que toi, tu prennes des shmurot à la main, kol hakavod, bravo. Mais ne viens pas dire que les matzot régilot, c'est du Hametz. Le Rav Ovadia Yosef, il envoyait sa femme au chouk, ici, acheter devant tout le monde, parce que les gens la reconnaissaient, des matzot régilotes pour dire qu'elles sont cachères. Non, papa, il ne les mangeait pas il mangeait des shmurot, mais il voulait que les gens sachent que les matzot Yehuda, toutes les autres marques, je ne fais pas de publicité sur antenne, toutes les matzot sont cachères. D'accord? Même si les gens qui ont été voir, ils disent wow, si tu savais ce qui se passe. Oh, c'est ok, c'est pas Meouda, peut-être. Il y a des endroits, par exemple, où vous voyez les gars qui font les trucs, ils ont une boucle dans l'oreille, une kippa de Yom Kippour qu'on leur a mise avant de rentrer. On les a fouillés pour jeter les sandwichs. Oui, oh là, ça fait peur, hein, ça, comme ils disent les jeunes, ça craint. Non, parce que sauf ils se lavent les mains comme il faut, Il y a beaucoup de halachot que les gens ne connaissent pas. Donc dès qu'ils voient un truc qui leur semble bizarre, ils disent c'est krametz. Non. Donc je reviens à mon histoire. Donc les matzot régilot, vous pouvez en manger le lendemain, bien que ce soit dans des assiettes Pessah. D'accord? Alors, les Sfaradim, ils ont toujours la même question. Et dans les conférences, ça revient tous les ans. Les Sfaradim, ils disent les Khatrila, on fait maisonnote sur la matzah. Les Ashkenazim, ils disent les Khatrila, on fait motzi sur la matzah. Et moi, Bibi, devant vous, il dit c'est des ch'touillottes. C'est des ch'touillottes. Il n'y a pas à faire au motzi ou maisonnote. Tu manges une matzah comme un cracker, les onotes. Tu manges une matzah pour faire un repas, motzi. C'est le din classique des pains douteux. Tous les pains douteux, vous voyez d'ailleurs, il y a des pains douteux au chouk. Vous voyez, avec des gros pains, des chalotes carrément, il y a écrit maisonnote. Ouais, badats, tous les chérim ils font ça. Maisonnote. Et Coco, les onotes, si je n'en mange qu'un, un petit. Tu en manges 2, et avec de la viande, et du poisson, et des salades, et une bière. Dis-moi, c'est pas un repas ce que tu fais? Motzi, Coco, mais écris maisonnote. Oui, mais tu en manges 2. C'est un repas. Tu as fixé un repas dessus. Pareil pour la matzah.
Ne me viens pas me sortir Sfarad Ashkenaz. Dis-moi, et moi d'ailleurs, quand j'ai cherché dans les livres, j'ai dit peut-être qu'il y a un Makor Sfarad Ashkenaz. Pas du tout. Tous les livres ils vous disent les Sfarad Ashkenaz. Mais quelle est l'origine? Ils te disent pas. On a l'habitude. Oui, on a l'habitude. Parce qu'on a l'habitude, c'est vrai. Peut-être c'est des bêtises. Les chassidim, par exemple. C'est Ouda Shlichit, comme c'est dur d'avoir du pain frais, où il n'en reste plus, des chalotes, etc. Ils mangent des matzot avec du kefel de fish, ou du hareng. Et ils font motzi. Alors il dit, voilà, les Ashkenazim font motzi. Mais non, rigolo. Mais c'est Seuda Shlichit. Tu as fixé un repas maintenant. C'est Seuda Shlichit. Donc ça boit de la matzah, c'est normal que tu fasses motzi, puisque tu en fais un repas. Mais si le matin, je me suis levé, j'ai prié, et je vais me prendre mon petit déjeuner, je me prends une petite matzah, qui fait même pas 30 grammes d'ailleurs, c'est très léger les matzot de carré, ou à peine, même pas 30 grammes, je me la confiturise, et je me la beurrise, et je me la caféolise, Maisonnote. Pourquoi je vais faire motzi? C'est pas une seuda, c'est une collation. Ah, maintenant, si, comme les bachurim des yeshivot, tu manges la moitié du paquet, parce que tu as commencé, tu n'arrives plus à t'arrêter, c'est évident qu'il faut faire motzi. Justement, j'allais vous poser la question. Donc les Sfaradim, ils ont toujours cette question, saugrenue. Mais puisque c'est plus Pessar, ça devrait être Maisonnote. Mais non, mais rigolo, tu ne peux rien manger d'autre que de la matzah ce Shabbat-là. Tu vas pas aller faire un tour dans le quartier arabe pour t'acheter des pitotes avec des fourmis. Ah oui. Oui, il y a des gens qui mangent du pain chez les Arabes. Ils disent, ah, il est bon le pain chez les Arabes. Et tu as été vérifié le tamis qu'ils utilisent? Ils s'en fichent les Arabes. Les Arabes ne mangent pas de cochon, mais ils mangent des fourmis. Donc vous rentrez dans la boulangerie, c'est propre. Mais ils ne vérifient pas s'ils n'ont pas un tamis dans un pays chaud. Pays chaud, il faut un tamis très fin. Donc tu ne vas pas aller t'acheter des pitotes aux fourmis pendant Shabbat. C'est évident que non. Donc tu manges que des matzot. Donc tu es obligé de dire que c'est fixe. C'est fixe. Motzi, que tu fasses maisonnote ou motzi dans l'année, tu es obligé de faire motzi. Il n'y a pas de question. Le Rav Mordechai Eliyahu, il était encore plus rigoureux, il disait, même les Sfaradim qui font maisonnote sur le matzah, ou les gens qui font maisonnote sur le matzah, il disait non, il faut attendre le 14 Riyar, Pessar Sheni. Parce qu'en vérité, historiquement, ils ont mangé de la matzah jusqu'au Pessar Sheni, quand ils sont sortis d'Égypte. Rachid te dit, ils avaient des linges avec la matzah qu'ils ont emmené avec eux. D'accord? C'était leur pain de route, le pain pour la route. Mais ce pain pour la route, il n'est pas devenu matzah. Il n'est pas devenu chametz. Il est resté matzah. Et la Torah dit quand, jusqu'à quand? Jusqu'au Pessar Sheni où est tombée la manne. Quand la manne a commencé à tomber, ils ont arrêté de manger ce qu'ils avaient sorti d'Égypte, mais c'était en vérité de la matzah. Donc le Rav Eliyahu, il disait, d'après le Ben Ishraï, la Kabbalah, etc., même ceux qui font maisonnote habituellement, il faut éviter de faire maisonnote parce que c'est en vérité le souvenir du pain qu'ils mangeaient dans le désert qui n'était que motzi. Bon, c'est une opinion unique pour vous dire que, effectivement, tout le monde fera motzi ce jour-là, de Shabbat, jusqu'à la nuit. Moi, j'ai l'habitude de manger dans l'année la matzah. Très bien. Le soir, dans un verre de lait. Ben voilà, une matzah, c'est maisonnote. Uniquement, c'est pour. Je fais maisonnote. Eh oui, puisque dans un verre de lait en plus. Voilà. C'est pas un repas, c'est une collation. Oui. Donc je peux. Vous pouvez continuer. D'accord. Ben oui. Merci. Maintenant, si vous exagérez. Non, j'exagère pas. Parce que non, il y en a qui commencent. Il y en a qui commencent et puis ils sont entraînés. Parce qu'une fois que vous avez mangé une, c'est à peine suffisant pour remplir votre dent creuse. Elles sont très légères, les matzot carrées. Elles sont. Moi, j'ai calculé, vous pouvez calculer vous-même. Vous voyez écrit 1 kilo par exemple. Vous voyez combien de paquets. Vous savez diviser combien de matzot. Prenez une calculatrice ou alors avec votre tête. Vous divisez 1000 par truc, ça fait à peine 30, même pas 30 grammes.
Jamais. Vous n'avez même pas kazaït en fait. Faites-le, vous allez vérifier, c'est toujours le même sipour. Donc vous mangez ces matzot-là et vous êtes tranquille. D'accord? Et maintenant, et dès que la... Et donc effectivement, même les gens qui ne prennent pas des produits manufacturés, par contre, du thon, des olives en bois, des tas de gens qui n'achètent pas de produits manufacturés, ils font tout à la maison. Pour le Shabbat qui suit Pessah, vous avez le droit de sortir vos conserves. Mais il faut vérifier qu'elles ne soient pas chametz, parce que vous allez les manger dans votre vaisselle. Bien qu'un an va passer, donc si vous voyez vous achetez du thon, vous voyez si c'est du thon à l'huile de canola, ça marche. Mais si c'est chametz, c'est un problème, parce que vous êtes obligé de nettoyer après votre vaisselle d'une façon spéciale. Donc ne mangez pas du vrai chametz, mangez tout ce que vous voulez. Pardon? Shrouya, il n'y a pas de danger. Shrouya, c'est encore pas shrouya. Si déjà je vous permets de manger du chametz gamour, shrouya, il n'y a pas de question. De la vaisselle, pour la vaisselle, ça peut rien faire. Mais c'est pas Hametz. Mais non, le 8e jour, de toute façon. Même Shrouya, c'est jamais Hametz. Oui, le 8e. C'est un... Oui, il y a une khumra. Je sais que c'est une roura, Ouais. mais c'est pas comme les kitniot, c'est une roura parce qu'on a peur que ça fasse vraiment. Non, la vraie raison, Non, même pas. la vraie raison que je livre à nos auditeurs, c'est une raison spirituelle en fait. Parce que le risque qu'il y ait du chametz dans une matzah, vous avez compris? C'est un hidour mitzvah, mais qui est en vérité rouchani. Comme ça, le rabbi explique, et celui qui n'a pas compris la sikha, il n'a pas bien révisé. Parce que le rabbi, il tourne la truc dans tous les sens pour dire pourquoi il faisait attention à les rébéim, s'essuyer la bouche, et parce que c'est en vérité rouchani. Pas mélanger la matzah avec l'eau, qui représente la compréhension. On ne mélange pas la foi et la compréhension. La matzah, c'est la émouna. Or, la émouna, elle ne doit pas être mêlée avec des raisons intellectuelles. Donc, pas avec l'eau. On ne mélange pas la matzah et l'eau. Vous avez compris? C'est rouchani. Quoi non? Vous avez compris? L'eau, c'est l'intellect. Pardon? C'est la Torah, pourquoi l'eau, c'est l'intellect? L'eau, c'est l'intellect. Oui, c'est la Torah qu'on comprend. C'est la Torah qu'on comprend, pas la Torah mystérieuse de la vache rousse, etc. La Torah qu'on comprend, c'est l'eau. Alors quand on dit, Coco, hein, où tu crois, où tu sais. Donc, quand tu sais, tu ne crois pas. Cette caméra, elle est devant moi, je ne crois pas qu'elle est là, je sais qu'elle est là. Bon. Mais non, que derrière cette porte, il y a maintenant un chat noir qui vient de passer. Vous le croyez? Moi, je le crois peut-être, parce que je ne le vois pas. Et si j'ouvre la porte et que je vois le chat, ou que je ne le vois pas, je le saurai. Donc si je vois, je sais. Si je ne vois pas, je crois. Etc. Donc, matzah, c'est croire. Donc on dit pendant 7 jours, nourris-toi de croire. Et le rabbi explique dans beaucoup de lettres, d'ailleurs, il dit, dans l'année, pour des gens qui ont des problèmes de émouna, qui mangent de la matzah toute l'année, c'est bon. C'est bon pour la émouna, même toute l'année. Donc on voit bien que la matzah, c'est émouna. Donc, et alors que l'eau, c'est compréhension, c'est havana. Et donc, on évite de les fusionner, c'est tout. C'est plus un truc rouchani qu'un truc de crainte. Ah oui. Bekitso, voilà, on a terminé. Je ne vous retiendrai pas longtemps. On va faire un peu de chassidoute, comme on dit chez nous. D'accord? On va se réveiller un petit peu. Pardon? On va se réveiller un petit peu. Ouais. J'espère que ça marche parce qu'il n'y a plus de piles dans celui-là. Vous m'excusez, hein? Ça, il y a des choses qui arrivent. Maintenant, pour le technicien qui fera le montage du film, il sera obligé de couper. Nous nous excusons de cet incident indépendant de notre volonté. Mais face, on pense de vous. Ah, il marche pas non plus.
Donc il faut changer les batteries. Vous êtes prêts à attendre les batteries? Ou c'est pas la peine? Oui, bien sûr. Non, c'est pas la peine. Il reste 10 minutes, c'est dommage. Bon, on va parler de pensée juive. Non, j'en ai ici, il faut les ouvrir. Bon, laissez, oubliez tout ça. On va parler de pensée juive, de Chassidut, de Hashkafa. Dans la Hashkafa, on va parler tout simplement d'une anomalie. Il y a une anomalie à Pessah. Alors, je vais vous la dire, cette anomalie. C'est que depuis qu'Adam Arishon a fauté, ça remarche. Miracle. Depuis que Adam Arishon a fauté, on est venu sur terre, tous les êtres humains, puisque Adam Arishon n'a pas réussi à réparer sa faute, quand il a fauté, il a détruit. Il a détruit, il y avait un équilibre extraordinaire, sans rien faire, vous aviez tout. Il avait le Shlombaït avec sa femme, il avait des enfants à la Kefak, il avait le bras, il avait des fruits, des légumes, du vin, il ne se cassait pas la tête dans rien. Il a fauté, et donc, tac, ça a engendré jusqu'à aujourd'hui des problèmes à n'en plus finir. Une escalade, une avalanche de dégringolade. D'accord ? Et aujourd'hui, on est dans la dernière phase. Si vous avez entendu parler du grand professeur Yankelevitch à Paris, très grosse tête, un juif d'ailleurs, un juif qui s'appelait Yankelevitch. Non, moi j'ai horreur des philosophes, ils m'exaspèrent, parce qu'il tourne autour du pot il raconte 50 pages pour trouver un truc que vous aurez résumé en une phrase. Mais lui non, c'était un garçon, un monsieur d'une intelligence remarquable, et dont j'écoutais ses cours, il n'était pas jeune, il avait presque 90 ans quand il parlait clairement et toujours. Il disait qu'il y a une différence philosophiquement et dans la vie entre dégénérescence et déliquescence. C'est quoi la déliquescence? C'est quand une chose se pourrit doucement que personne ne s'en rend compte. Quand une pardon? Par exemple. Aujourd'hui, vous assistez à la fin de la galoute, c'est la déliquescence. Ça veut dire sans s'en rendre compte, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de rabbinim, il n'y a plus de politiciens. Oui, non, mais ça. Il n'y a plus de dirigeants, il n'y a plus de financiers qui sait ce qu'il dit, il n'y a plus de gens sérieux un vrai peintre. Tout est en déliquescence. Les relations humaines, tout n'a plus aucun sens, mais c'est pas comme un truc. Ça y est, il n'y a plus. Non. C'est le mou, c'est lent, à tel point qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Et vous, quand vous voyez, vous dites, attends, mais c'est terrible, ça pourrit à petit feu. Mais pas à vue d'œil, c'est ça le problème, ce n'est pas à vue d'œil. Vous voyez, les banques, tout ce que vous voulez, là où vous touchez, vous voyez que ça devient du n'importe quoi dans tout. Et donc ça, c'est les conséquences de monsieur Adam Arishon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on dit, voilà, depuis que Adam Arishon a fauté, l'homme est obligé de réparer. Et sans arrêt, il doit trouver là où il doit réparer et non pas détruire. Toujours réparer et pas détruire. Donc dans le couple et dans la société. Malgré la déliquescence, malgré tout, il doit réparer et pas détruire. C'est facile de dire, puisque tout le monde détruit, allez, moi aussi je détruis. Par contre, le gaspillage et baltachrit. Un couple qui divorce, c'est du baltachrit, c'est du gaspillage. Pour les enfants, pour eux, et ne parlons pas du gaspillage d'argent que ça implique.
à la grande joie du Beddin et des avocats. Ben oui, ils payent des timbres et les avocats, ils s'enrichissent. Donc, l'homme, il est venu pour construire et jamais pour détruire. Pitom. RF Pessar, on vous dit, tu prends le Hametz et tu le détruis. Tu le détruis. On aurait pu imaginer que le Hametz, tu le mets dans un coin, tu l'enterres. Pourquoi cette action volontaire que les Kharamim te disent de brûler ou de jeter dans l'eau, de le voir se détruire? D'accord? Tu aurais pu dire, bah, donne-le aux oiseaux, donne-le à ta voisine, Madame Martin. D'accord? Vends tout. Pourquoi mitzvah de détruire avec les mains? D'accord? Et d'emmener les enfants voir ça, le feu qui prend, les morceaux de pain, etc. C'est qu'en vérité, c'est vrai que l'homme est fait pour construire. Mais la Torah nous dit que tu as le droit, tu as le droit d'exister. Tu dois avoir un ego. Un ego, s'il n'y a pas d'ego, bah, tu te suicides. Il faut qu'il y ait un minimum d'ego. Tu te réveilles le matin, tu passes ton temps à vivre. Non? Tu fais que des actions pour vivre. Donc c'est-à-dire que tu existes. C'est pas que tu t'annules. Mais on te dit, mais il ne faut pas trop exister. Ton ego, il doit avoir une... C'est comme dans l'autobus, dans l'autobus ou dans le train, il y a des gens, même pas gros, ils s'installent bien comme il faut, et ils font tout pour vous. Pour que vous ne soyez pas avec eux. Ostentatoirement, ils prennent de place. Et là, vous essayez de vous pousser un peu, et après vous vous levez, c'est pas possible. Ou vous vous disputez ou vous partez. Parce que on te dit, l'ego, tu as le droit d'avoir un ego qui a une place. Une place qui t'est réservée, 4 amotes dans ce monde-là. Une place pour ton cerveau, une place pour ton cœur, une place pour ton action. Ok. Mais plus que ça, c'est pas bon. Plus que ça, c'est pas bon parce que ça va être source de destruction, justement, pas de construction. Parce que tu vas vouloir manger l'autre, parce que toi tu existes, donc tu veux pas que l'autre existe. Tu vas manger ta femme, tu vas manger ton voisin, et tu vas détruire en fait. Donc on te dit, même la destruction du Hametz, c'est une construction. C'est pas un acte négatif. C'est un acte de construction qui dit Ad Kan. Le moi doit prendre telle place et pas plus. Pas plus que ça. Si tu prends plus de place, c'est un facteur destructeur et pas constructeur. Comme quand tu nettoies quelque chose. Tu prends un chiffon, tu nettoies. Mais si tu prends un matériau tendre et tu commences à poncer comme un fou, alors qu'il y avait une tache de Coca-Cola,